du Trésor. Précédemment trésorier payeur régional de Fatick est nommé trésorier payeur régional de Louga en remplacement de M. Pape Vieux Malan-Diémé, appelé à d'autres fonctions. M. Richard Salamo Toupane, inspecteur principal du Trésor, précédemment percepteur de Kédougou, est nommé trésorier payeur régional de Fatick en remplacement de M. Gabriel Abdelkader Atiba, appelé à d'autres fonctions. M. Pape Vieux Malan-Diémé, inspecteur principal du Trésor, précédemment trésorier payeur régional de Louga, est nommé trésorier payeur régional de Saint-Louis en remplacement de M. Mohamedou Thiam, appelé à d'autres fonctions. M. Ibra Souleyba, inspecteur principal du Trésor, précédemment receveur municipal de Kaolack, est nommé trésorier payeur régional de Diourbel en remplacement de M. Abdoul Khadr Diallo, appelé à d'autres fonctions. Et enfin, M. Pape Sidi Ndoye, inspecteur principal du Trésor, précédemment directeur du contrôle des opérations financières à la Direction générale des finances, est nommé directeur du contrôle interne à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. Adama Barrow est donc attendu demain à Banjul. Avant son arrivée, le chef d'état-major de la mission de la CEDEAO en Gambie et son homologue gambien ont fait face à la presse. Voici le compte-rendu de Mamadou Samamawa. Une photo de famille pour illustrer une convergence de vues entre hiérarchie militaire gambienne et mission de la CEDEAO à Banjul. Insister sur le fait que cette mission a été décidée et planifiée à Abuja, c'est-à-dire au siège de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une mission de maintien de la paix, encore moins une mission d'imposition de la paix. Le mandat est très clair. Nous devons d'abord protéger les populations, protéger les autorités politiques nouvellement élues et surtout créer les conditions favorables à l'installation et à la prise de décision du président Barrow qui doit arriver dans les prochains jours. Mission bien accueillie par l'armée gambienne qui, à travers l'opération, voit une occasion de se former et de gagner en expérience. J'ai juré qu'aucun de mes hommes ne va tirer sur quelqu'un ici à cause de 2 personnes et ils sont politiques. Non. Nous sommes membres de la CEDEAO aussi, nous les Gambiens, et vous êtes nos frères. Votre mission allège notre charge de travail. Nous économisons dans la gestion de la sécurité. D'ailleurs, je demanderai à vos supérieurs de prolonger la mission pour 10 ans. Cela ne fera que nous renforcer. Sur le type de collaboration qu'il va y avoir, cette mission, elle va être exécutée en liaison avec les autorités militaires et civiles en Gambie, les nouvelles autorités. La preuve, je suis ici devant vous avec le chef d'état-major des armées gambiennes, le général d'armée Badji, qui est là à côté de moi. On ne peut pas exécuter le mandat sans être en liaison, travailler en étroite collaboration avec les autorités militaires et de sécurité gambienne. Le président Barrow n'a pas de souci à se faire pour sa sécurité. Sa sécurité est celle de sa famille. Nous allons tout gérer. Ça, c'est moi qui donne ma parole. Il n'y aura aucun problème. Même un coq ne va pas bouger ici. Et ça, nous allons le prouver. On l'attend de pied ferme pour l'aider à gérer le pouvoir. Roue libre donc pour les COMIG et les affinités commencent à se nouer entre parties prenantes de l'opération. Le président Adama Barrow est donc attendu demain à Banjul dans l'après-midi. L'information est confirmée par la vice-présidente gambienne Fatoumata Diallo Tambadjan. S'est entretenue avec notre équipe à Banjul. Elle s'est également prononcée sur l'importance de l'opération de la CEDEAO en Gambie, suivant l'entretien avec Mamadou Samamawa.
Madame la vice-présidente, vous venez de rencontrer le commandement de la mission de la CEDEAO ici à Banjul. Quel est l'état d'esprit général qui règne ici entre commandement de la CEDEAO et hiérarchie militaire gambienne? Je vous remercie beaucoup. Nous vous disons soyez le bienvenu. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre pays. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a la paix et l'harmonie dans la mission. Et ce que nous venons de discuter, c'est de nous familiariser de la mission et de s'encourager à continuer à travailler entre Africains. Et nous sommes convaincus que la coopération sud-sud est ce qui est très important dans la région, surtout dans le pays africain. Nous avons beaucoup de confiance que vous allez travailler avec vos frères dans l'armée, dans toutes les forces, et que vous allez vraiment laisser l'empreinte professionnelle à vos frères, parce que ce sont vos frères. Et nous aussi, nous vous remercions vraiment l'engagement, parce que c'est un engagement. Vous avez laissé vos familles, vous avez laissé toutes les autres missions pour venir en Gambie, pour rester en Gambie et pour nous aider à soutenir la paix qui est la vision de notre leader, son Excellence Adama Barrow. Justement, à propos de son Excellence, Monsieur le Président Adama Barrow, quelles sont les nouvelles de Dakar? Comment il va et quand est-ce qu'il va rentrer si possible? Oui, il va très bien avec sa famille. Nous attendons qu'il retourne au pays demain, vers les 16h. Et nous sommes en train d'organiser vraiment un accueil très, très, très chaleureux, parce qu'il le mérite. Et il nous a laissé un peu de temps, il nous manque beaucoup. Et comment avez-vous accueilli votre nomination en tant que vice-présidente de la République gambienne? Je ne m'y attendais pas, parce que dans le combat, on le fait pour le pays. Et on se sacrifie pour le pays. Lorsque le pays vous donne toutes les choses, vous aussi vous devez rendre tout ce que vous pouvez dans la possibilité de bâtir la nation. C'est une nouvelle nation, c'est une nouvelle société. C'est pourquoi quand on m'a nommé, ça m'a pris comme une surprise. Mais néanmoins, je crois que je suis humble à reconnaître l'honneur qu'ils ont investi. Et je pense que je vais tout faire avec mes collègues dans la coalition et le gouvernement pour montrer, de ne pas les décevoir de la nomination. Et je suis aussi fière parce que je suis femme. Et femme, ça c'est la parité. Je ne suis pas de la personne qui dit parité européenne, mais parité africaine. Nous sommes des partenaires. Le gouvernement, son Excellence, avec son équipage, ont reconnu ça, que dans la vie, il faut hommes et femmes, qu'on soit des partenaires à travailler ensemble. Voilà. Donc, quand bien que je n'ai pas toutes les expertises, je vais tout faire et je sais que le fardeau va être léger parce que j'ai des frères et sœurs dans le gouvernement qui vont aider à faire la tâche. C'était donc là l'entretien de Madame Fatoumata Diallo Tambadjan qui s'est entretenue avec notre reporter Mamadou Ossamamo. Je rappelle qu'il a été nommé Premier ministre de la Gambie. La grande chancellerie décore à domicile 5 dignitaires qui n'ont pas pu assister à la cérémonie officielle des décorations présidées par le chef de l'État. Ils ont été élevés à l'ordre du mérite ou à l'ordre national de Lyon pour le grand chancelier et le conseil de l'ordre. Cet acte républicain participe à la promotion des valeurs citoyennes. Tierno Armodossi. À la grande chancellerie, une matinée pas comme les autres. Le grand chancelier et les membres du conseil de l'ordre ont décidé ce matin d'aller à la rencontre de 5 dignitaires à la cérémonie officielle de remise des décorations présidée par le chef de l'État. Ces Sénégalais de valeur empêchés pour diverses raisons.
n'était pas présent. C'est un acte républicain que le grand chancelier pose au nom du président de la République. Ce sont des récipiendaires qui avaient été élevés à la dignité. Compte tenu de leur empêchement, il est de notre devoir de les recevoir dans les ordres nationaux. À Ouakam, Djibril Yad est élevé à domicile, grand officier de l'Ordre national du Lion, serviteur de la République. Il a affiché une satisfaction, selon lui, exceptionnelle. C'est le grand maître, nous sommes des membres du Conseil de l'Ordre. Donc le président de la République a décidé de le décorer. Cet homme, que le Conseil de l'Ordre a trouvé à Mermoz, a aussi servi loyalement la République. Grand croix de l'Ordre national du Lion, le général de division Boubacar Ouane a marqué sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et de l'ensemble du peuple sénégalais. Au point E, un brillant acteur économique a reçu les honneurs. Félix Sanchez, administrateur de société et élevé grand officier de l'Ordre du Mérite. Je suis parmi les 14 millions de Sénégalais à l'avoir. À quelques mètres de la famille Sanchez, l'ancien gouverneur Ibrahima Koné attend sa décoration. Haut fonctionnaire de l'administration territoriale hier, grand officier de l'Ordre du Mérite aujourd'hui. Nous voulons remercier le chef de l'État d'avoir bien voulu nous décerner cette haute distinction honorifique. Après point E, les HLM à l'honneur. Ici, c'est un monument de la culture sénégalaise qui est décoré. Samba Diabaré Samb, une fierté nationale, trésor humain vivant de l'UNESCO, élevé, grand officier de l'Ordre du Mérite. Sant président, sant ñi mu yebal ñëpp ndax lii kenn dootu ko fàtte ci àddina décoration dafa fort. Samba Diabaré Samb, comme les autres, ont été choisis parmi 14 millions de Sénégalais. Ils sont des hommes de valeur qui méritent toute l'attention de la nation. Ce sont des valeurs. Nous devons surtout médiatiser ces valeurs. Le rôle de la grande chancellerie, c'est aussi la promotion des valeurs. En les citant en exemple, en leur remettant ces distinctions, nous avons voulu aussi que leur exemple serve de, si vous voulez, à la jeunesse. Ils ont servi la République, la nation. Chacun dans son domaine a activement participé à la marche du Sénégal. Pour le grand chancelier et le Conseil de l'Ordre, décorer ces dignitaires rentre dans le cadre du vaste chantier entamé par le président de la République Macky Sall, la restauration des valeurs. Grand officier de l'Ordre national du Lion, grand officier de l'Ordre du Mérite ou grand croix de l'Ordre national du Lion. Ils sont 5 dignitaires décorés, hommes de culture, acteurs du patronat sénégalais ou fonctionnaires émérites. Les profils sont intéressants. Qui sont-ils? Comment ont-ils apprécié cette reconnaissance de la République? Quelques éléments de réponse avec Thierno Ramadoussi. Un trésor humain de l'UNESCO, Samba Diabaré Samb a aujourd'hui toute la reconnaissance de la nation et il le mérite. Ici à côté de moi, j'ai celui qui a participé à la création de l'ensemble lyrique traditionnel de Sorano. Il fait partie des fondateurs de Sorano. Donc je pense que c'est très important pour nous aujourd'hui que Samba Diabaré ait cette reconnaissance-là, mais ce n'est pas une reconnaissance offerte, c'est une reconnaissance méritée. Homme de culture, artiste multidimensionnel, une icône devient grand officier de l'Ordre du Mérite. On est très content, toute la famille. On profite de cette occasion pour remercier le chef de l'État, Macky Sall, comme je lui dis, le gardien de la Constitution, qui a pensé à Samba Diabaré. Ici, c'est un ancien gouverneur qui est décoré. Ibrahima Koné a pendant plusieurs décennies servi l'administration territoriale. En 2016, il est grand officier de l'Ordre du Mérite. Nous apprécions à sa juste valeur et surtout aussi d'avoir pensé à ceux qui n'ont pas pu se présenter à la cérémonie officielle.
de remise des décorations. Et c'est la preuve de toute l'attention et de tout le respect qui porte aux personnes âgées. Voici le premier arbitre sénégalais de basketball. Dans le secteur privé, Félix Sanchez a aussi marqué son empreinte avec plusieurs grandes initiatives. C'est l'un des fondateurs des principales organisations patronales qu'il y a au Sénégal, que ce soit la CNES ou le CNP. Et il est aujourd'hui président d'honneur d'ailleurs de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal que je préside. Administrateur de société, déterminé à contribuer à une économie sénégalaise forte, Félix Sanchez, grand officier de l'Ordre du Mérite, une fierté de toute une famille. Que ce soit au niveau sportif, en tant qu'arbitre international de basketball, au niveau social, effectivement, il participe énormément à la création de plusieurs choses. Hein, même s'il est chrétien, ça va des mosquées aux églises, etc. Et tout ça, c'est la marque de fabrique un peu de mon père, M. Félix Sanchez. À Ouakam, nous trouvons un homme qui a été collaborateur émérite du président Senghor, ancien chef du secrétariat du président de la République, Djibril Yad, grand officier de l'Ordre national du Lion, s'est dit honoré par cet acte républicain. Chez lui, une famille comblée. Parmi ces dignitaires, le général de division Boubacar Wane, chef d'état-major particulier du président Abdou Diouf, il a aussi été le chef du service des renseignements. La plus haute distinction lui revient. Le général Wane est élevé Grand Croix de l'Ordre national du Lion. Je rappelle cette information, Adama Barrow est attendu demain à Banjul à 16h, information donc confirmée par Fatoumata Diallo Tambadian, qui a été nommée vice-présidente de la Gambie par l'actuel président gambien. Et puis le président des AHBAPS, cher Omar Foutiyou Tall, informe que la grande conférence internationale qui devait se tenir le jeudi 26 janvier 2017 au King Fahd Palace à 10h est reportée au lendemain, vendredi 27 janvier 2017, à la même heure et au même endroit, sous la présidence effective de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. En raison de la prière du vendredi, la mise en place sera terminée à 9h précise. Au nom du Khalif Thierno Madani Tall, l'association HBAPS, cher Omar Foutiyou Tall, présente ses excuses aux invités pour tout désagrément causé. Signé le comité d'organisation. Sortir des sentiers battus et faire de la Commission de l'Union africaine un outil dynamique de proposition et d'action pour les chefs d'État et de gouvernement, c'est l'objectif d'Abdoulaye Bathily, candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. À quelques jours de cette élection cruciale pour l'Union, il a reçu le point chez lui. Confiance et optimisme restent le maître mot chez le panafricain qui a consacré une importante partie de sa vie dans la défense des intérêts du continent. Nous l'écoutons. Un état d'esprit optimiste en tant que combattant du panafricanisme, c'est le prolongement de toute ma vie, des décennies de lutte pour l'unité du continent, pour la libération du continent. Et nul doute que ce 28e sommet fera date dans l'histoire de l'Union africaine, dans l'histoire de l'Afrique. En tout cas, je l'espère fortement. Vous l'espérez, ça fera date, vous avez dit, vous le mettez sous le signe de ce combat panafricaniste que vous avez mené tout au long de votre vie, ou c'est quoi? Eh bien, toute ma vie, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, mais également en tant que membre de gouvernement, en tant que membre de parlement, et bien entendu au service même de l'Union africaine dont il s'agit ici, au service des Nations Unies, je me suis préoccupé de la cause du continent africain. Et donc j'ai tiré d'une longue expérience, une expérience variée, une expérience qui n'est pas seulement une expérience au service du Sénégal, qui n'est pas seulement une expérience au service du gouvernement du Sénégal, mais une expérience variée sur tous les terrains pour la cause du continent africain.
Le point ce soir avec le professeur Abdoulaye Bathily, un des 5 candidats au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le vote aura lieu le 30 janvier à l'occasion du 28e sommet des chefs d'État de gouvernement. C'est à Addis Abeba en Éthiopie. Le point assure donc après ce journal. Le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire a installé officiellement les outils de gestion du PROCODEM. C'est le programme conjoint de création d'opportunités économiques dans le monde rural. Ce projet est le fruit d'un partenariat État du Sénégal, système des Nations Unies, afin d'instaurer un équilibre dans les investissements au niveau de cette partie fragile du pays. Lamine Touré. La viabilisation du monde rural en opportunités économiques fait du ministère des collectivités locales un point d'ancrage de cette action d'envergure. L'État du Sénégal et le système des Nations Unies ont confié à ce département ministériel le choix de piloter le PROCODEM, un projet d'une approche innovante. Par arrêté, j'ai créé le comité de pilotage et le comité technique du programme conjoint de création d'opportunités pour le développement économique du monde rural. Le PROCODEM est un programme du gouvernement du Sénégal appuyé par le système des Nations Unies et fondé sur une approche originale dénommée commune de convergence. Cette approche renvoie entre autres à un ensemble d'acteurs partageant des objectifs communs et intervenant de manière concertée et coordonnée dans une ou plusieurs communes en vue d'accroître l'impact de leur action. La zone pilote est le sud-est, précisément Kolda, Sédhiou et Tambacounda. Le programme conjoint de création d'opportunités économiques dans le monde rural devra surtout dans cette étape apporter de l'équilibre en matière de développement territorial. Le gouvernement du Sénégal a amorcé un nouveau virage dans l'approfondissement de sa politique de décentralisation avec la réforme dite Acte 3 de la décentralisation, sous-tendue entre autres par une territorialisation des politiques publiques et une responsabilisation accrue des acteurs territoriaux. Il n'est plus besoin de souligner la place que Monsieur le Président de la République accorde au monde rural dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, tant les interventions en milieu rural se multiplient depuis 2012. Je suis persuadé que le PROCODEM apportera une contribution appréciable à la construction de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable en permettant aux communes concernées de saisir les belles opportunités dont elles regorgent et dans une dynamique de solidarité avec les collectivités territoriales voisines. Dans l'arrêté ministériel installant le comité de pilotage et celui technique du PROCODEM, il a été mentionné surtout le rôle éminemment important de ces structures en matière de mobilisation des ressources humaines et financières pour la réussite du projet. Et puis ouverture ce matin à Dakar d'un atelier régional sur les paramètres de transfert des risques sur initiative de l'ARC, African Risk Capacity. La rencontre vise à renforcer les capacités des experts sur la mutualisation et la modélisation du risque avec le logiciel African Risk View. Le Sénégal a bénéficié d'une indemnité d'assurance de 10 milliards de francs CFA en 2014 grâce à la mutuelle panafricaine de gestion des risques mise en place par l'ARC. Aminata Mengfala. Les changements climatiques sont souvent à l'origine de catastrophes naturelles dans le monde, en particulier dans les pays du Sahel. Pour y faire face, il demeure primordial de mettre en place des mécanismes de riposte. Ainsi, l'ARC, African Risk Capacity, intervient à travers la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Cet atelier régional qui regroupe les pays francophones membres de l'institution est une tribune d'échange sur les paramètres de transfert de risque. L'importance de cet atelier n'est plus à démontrer. Faut-il le rappeler, l'ARC ou African Risk Capacity ou la mutuelle panafricaine de gestion des risques et catastrophes en français a été créée depuis 2014 et le Sénégal, notre pays, fait partie des membres fondateurs. Et comme vous le savez, chaque pays a sa spécificité quant aux différentes catastrophes naturelles. Au cours de cette rencontre, les experts vont également bénéficier d'une formation
sur le concept de mutualisation et de modélisation du risque avec le logiciel African Risk View. L'ARC, c'est un mécanisme paramétrique. Donc, quand il va y avoir la sécheresse, on ne va pas aller, contrairement à l'assurance traditionnelle, sur le terrain pour compter combien de personnes sont affectées. L'idée, c'est de pouvoir répondre très rapidement. Donc, sur la base de ce logiciel, qui va être personnalisé par les différents pays, on va voir au sein du logiciel, déjà même avant la fin de la saison, quelles sont les possibilités de décaissement en fonction de l'évolution de la saison. Donc, dès que la saison sera finie, dans les 2 semaines à venir, l'ARC va décaisser lorsqu'il y a eu un déficit selon les paramètres que l'État a mis en place. Le Sénégal, qui abrite cette rencontre pour la 3e fois consécutive, a bénéficié d'une indemnité d'assurance en 2014 à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Cette indemnité a permis au Sénégal de financer son plan de réponse comprenant 2 activités, la distribution de riz à peu près 1 million de personnes, 927 000 précisément, et ayant aidé à 100 000 éleveurs de bénéficier du programme vente subventionnée d'aliments de bétail pour sauvegarder les noyaux sensibles de bétail. Venus des 32 pays signataires du traité de l'ARC, les experts vont durant 3 jours discuter pour trouver des réponses pour une prise en charge adéquate des risques de catastrophes naturelles. Depuis le lancement effectué par le président Macky Sall, des commissions ont été implantées dans le pays pour permettre aux citoyens de se procurer la nouvelle carte d'identité de la CEDEAO à Pékin, tout comme à Guédiawaye. Les populations tiennent à avoir le fameux sésame. Ibrahim Anong. Fini les questions de dernière minute. Il faut s'inscrire et vite. Dans les commissions administratives, les populations ne se font pas prier pour accomplir leurs droits civiques. Ces piles de dossiers dans cette commission administrative de Pékin-Est en disent long sur le nombre de personnes déjà enrôlées. Jusqu'à hier 19h, on était à 3617 inscrits. À la pause, on avait 80 à 82. Nous avons la moyenne de 120 par jour. Une carte a 3 fonctions. D'abord, elle joue le rôle de carte d'électeur. Ensuite, d'identification. Et enfin, la carte biométrique permet aux citoyens des pays membres de la CEDEAO de circuler dans l'espace communautaire. La carte, c'est une innovation. Parce qu'avec une seule carte, ça te permet de voyager dans tout l'espace CEDEAO, de voter. Bon, ça, c'est une innovation de la part de nos chefs d'État qui sont dans l'espace CEDEAO. Ça, vraiment, c'est à applaudir. Depuis le lancement effectué par le président Macky Sall, les commissions ont été installées un peu partout dans le Sénégal. À la préfecture de Guédiawaye, presque personne dans la cour. Et pourtant, les inscriptions se déroulent comme prévu. Ici, les autorités ont adopté une stratégie particulière. Nous nous organisons depuis le début. On prend à partir de 14 h. Les gens ne viennent pas ici le matin, ni le soir. À 14 h, ils viennent. On les prend, on les enrôle. Comme ça, le lendemain, ils viennent à 9 h et on les traite. Je traite d'abord le 3e âge, les handicapés, les femmes enceintes, les non-voyants. Après, maintenant, j'attaque les jeunes vers 10 h. Dans cette commission administrative, les inscriptions ont commencé depuis le mois d'octobre. Des milliers de citoyens ont déjà déposé. Nous avons inscrit 8714 à ce jour. Et dans cette situation d'inscription, il y a le maintien sans modification. C'est ce qu'on appelle l'option 1. Bon, il y a aussi l'option 2, maintien avec modification. Il y a l'option 3, ce sont les nouvelles inscriptions. Du matin au soir, les commissions ne désemplissent pas. Normal, ils veulent tous se munir de cette nouvelle carte d'identité de la CEDEAO. Mais la patience s'impose, car il n'existe qu'une seule machine dans chaque commission. Publication ce mercredi du rapport Transparency International 2016 à l'indice de la corruption. Le Sénégal est classé à 7e place dans la zone Afrique et 64e mondial sur 176 pays. Un rang qui confirme les efforts du Sénégal dans le domaine de la bonne gouvernance depuis 2012 à nos jours. Le Sénégal fait mieux que certains pays avec 1 point par an. La Nouvelle-Zélande, classée première cette année, a perdu 2 points. Voici à ce propos le ministre de l'intégration africaine du NEPAD, M. Khadim Diop, au micro de Dahaba.
Le Sénégal est classé 7e pays africain et 64e mondial. Cela veut dire quoi en termes clairs? Le Sénégal est devant 47 pays africains. Le Sénégal également est devant 112 pays au monde, puisque c'est 176 pays qui ont été classés. Le Sénégal également a progressé de 2012 à maintenant régulièrement. C'est-à-dire que chaque année, le Sénégal a au moins un point. Et le cumul de points du Sénégal de 2012 à maintenant, c'est 9. Comparé au pays qui est premier, qui est Botswana. Le Botswana a perdu 3 points cette année. Le Botswana, par rapport à son nombre total de points en 2012, en a perdu 5, 65 contre 60 aujourd'hui. Les 3 premiers pays au niveau Afrique n'ont pas gagné autant de points. Les 3 premiers ont perdu en termes de cumul, c'est-à-dire le nombre de points gagnés chaque année. Et au niveau mondial, les 10 premiers pays, il y en a un seul, la Nouvelle-Zélande, qui a pu progresser et gagner un point. Donc au Sénégal, quand on parle d'un point, les gens essaient de minimiser, mais un point dans ce classement, surtout quand on est au niveau des classements les plus élevés en Afrique, dans les 10 premiers, ça devient plus compliqué. Si vous regardez bien, la Côte d'Ivoire est derrière le Sénégal, 108e, l'Égypte 108e ex-aequo, l'Algérie est derrière nous, le Maroc est derrière nous, le Gabon est derrière nous. Donc c'est comme cela qu'il faut apprécier ce classement qui ne vient pas du néant. Ce classement résulte justement des mesures et des dispositions qui ont été prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui ont permis au Sénégal de consolider l'amélioration de sa gouvernance sans continu depuis 2012. Indice de la corruption, donc de Transparency International, le Sénégal, 7e en Afrique, 64e sur 176 pays. Vous venez d'entendre le ministre de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Le Comité sénégalais des droits de l'homme et des panélistes ont organisé une conférence sur les droits de l'homme, notamment la question de la garde à vue et le retour de parquet. Avec les dispositions de l'UEMOA, le Sénégal doit se conformer à cette mesure pour que la garde à vue bénéficie, le garder en vue plutôt, bénéficie d'un conseil dès les premières heures. Cher Bambagay. Dans la promotion des droits humains face aux rigueurs de la justice selon les nouvelles directives de l'UEMOA en matière de garde à vue, le gardé en vue peut être assisté d'un conseil dès les premières heures. Au Sénégal, le Comité sénégalais des droits de l'homme veut une application de cette mesure. Nos États, dans le cadre de l'espace UEMOA, ont quand même décidé d'harmoniser l'exercice, la réglementation et l'exercice de la profession d'avocat. Et dans cette réforme, il a été beaucoup question de la présence de l'avocat dès la première heure, dès l'interpellation. Et les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale ont pris en charge cette question. Pour les avocats du barreau, cette nouvelle disposition doit être votée et promulguée. Beaucoup de pays membres de l'UEMOA ont effectivement appliqué ces règlements, sauf le Sénégal. Et récemment, il y a une loi du 8 novembre 2016 qui a essayé d'intégrer ce règlement dans le code de procédure sénégalais. Mais la rédaction de cet article qui prévoit l'implication de ce règlement n'a pas respecté l'esprit et la règle du règlement. Quand vous lisez le code de procédure pénale, notamment l'article 55 modifié, on dirait qu'il n'y a aucun changement. On a l'impression que l'avocat ne doit intervenir qu'après 48 heures de garde à vue, ce qui est inexact. Pour le retour de parquet, qui est une situation hybride, ni arrestation ni libération, le comité estime qu'il ne doit plus être utilisé. Le retour de parquet en l'état actuel de notre droit positif n'a ni base juridique ni base légale. C'est peut-être en cela que les avocats, les acteurs de la société civile, défenseurs des droits humains estiment que c'est une détention arbitraire parce qu'une situation illégale. Il est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de la jurisprudence, certaines décisions de justice ont tendance quand même à définir ce qui pourrait être le retour de parquet. Mais moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que cette situation soit définitivement réglée parce que ce n'est ni la garde à vue, ce n'est ni la détention normale. Donc évidemment, c'est une situation hybride que tout un chacun peut apprécier à sa juste valeur. Les avocats, dans leur majorité, clament avec insistance l'adoption des réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale, enclenchées depuis 2005. Le projet a été remis depuis plus d'1 an au ministre de la Justice et ce projet dort dans les tiroirs. Et j'invite quand même les organisations nationales des droits de l'homme, les acteurs de la justice, que sont les magistrats ou les avocats, à mener un combat décisif
pour que ce projet de code de procédure pénale, ce code pénal qui a été fait par d'éminents juristes, d'éminents magistrats, d'éminents avocats, des associations de droits de l'homme, qui compte plusieurs articles, rien que le code de procédure pénale compte 846 articles, mais soit voté et promulgué par l'Assemblée nationale et promulgué par le président de la République. Pour les pénalistes et les droits de l'hommiste, enfin, toutes ces réformes visent donc à humaniser les décisions de justice. L'analyse des données au service de la gestion efficace des frontières, c'est autour de ce thème que sera articulée la journée internationale de la douane prévue ce jeudi 26 janvier. Au Sénégal, l'administration douanière compte organiser un panel autour du thème la douane mise sur l'amélioration et la modernisation de l'outil informatique pour être plus performante. Fanta Badji. Le numérique, une fois de plus, au cœur des préoccupations douanières. Pour la 3e année consécutive, la Journée internationale de la douane s'inscrit dans la dynamique de rendre plus performant la collecte et le traitement des données, ceci pour une plus grande efficacité. Aujourd'hui, le numérique est devenu l'épine dorsale de notre principal outil de travail, mais aussi à travers le numérique, comment les douanes vraiment participent à la gestion efficace des frontières, à la maîtrise de la chaîne logistique, à asseoir davantage, en tout cas à remplir davantage leur mission. L'administration douanière sénégalaise est d'ailleurs en perpétuelle réforme technologique, ce qui lui a valu les importants résultats enregistrés ces dernières années en termes de recettes douanières. Pour 2016, le record de 777 milliards de liquidations a été atteint. J'insiste souvent sur les liquidations parce que c'est ça la compétence de la douane, c'est ça les attributions de la douane. Et souvent, il y a un décalage entre liquidation et recettes douanières. Parce que ça, il faut aussi faire la précision. Parce que souvent, j'entends certains dire, oui, la douane se gosse de chiffres qui ne sont pas des chiffres réels, parce que le chiffre réel, c'est le chiffre de 586 milliards. Je dis non. Il y a le chiffre de liquidation douanière qui correspond exactement au segment, en tout cas, de notre activité tel que défini par les lois et règlements qui régissent notre activité. Maintenant, il y a les recettes douanières, les recettes budgétaires qui constituent un décalage, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les liquidations, c'est quand le Trésor, qui dans un autre segment de notre activité, quand le Trésor procède au recouvrement de la liquidation, que la liquidation devient recette. Aujourd'hui, de nouveaux logiciels sont en cours de conception pour améliorer les performances de la douane, conformément à son slogan « Devenir meilleur pour mieux vous servir ». C'est des logiciels qui vont très nettement améliorer nos performances. Il y a aussi la modernisation, parce que jusque-là, l'outil numérique était limité à Dakar. Nous sommes en train de travailler à une généralisation du dédouanement numérisé sur tout le territoire national. Il y a aussi la maîtrise du transit par l'utilisation du numérique qui constituait, parce que le transit aussi était une source de fraude pendant un bon moment. Pour la journée de jeudi, il est prévu un panel sur le thème « L'analyse des données au service de la gestion efficace des frontières ». Les agents qui se sont le plus distingués en 2016 seront primés. En ASP en métier, c'est la trouvaille de l'agence de sécurité de proximité pour leur insertion. Plus d'une vingtaine d'agents ont reçu leur attestation après une formation en sécurité rapprochée. C'était en présence du ministre Mamadou Talla en charge de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Amidou Diop. Après quelques mois de formation, ces agents de sécurité de proximité ont obtenu un nouveau métier. Ils sont devenus des gardes du corps. Leur parrain est l'adjudant Bouboussi. L'agence veut faciliter l'insertion de ces jeunes qui se sont engagés durant des années au service de leur pays. Les ASP, ils sont dans le cadre d'un engagement civique de 2 ans renouvelable 2 ans. Avant leur sortie, il y a lieu d'envisager des métiers qui leur permettent d'accéder dans la vie professionnelle de manière définitive. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qui est à l'origine aussi de cette formation de garde rapprochée qu'on a l'honneur de parrainer M. Bouboussi. La cérémonie est à l'image
de M. Bouboussi, qui a toujours rendu service à la nation avec compétence, professionnalisme, probité. Et tout cela pour dire qu'un ASP, un métier, c'est une réalité. Cette migration vers un nouveau métier répond à l'appel du ministère de la formation professionnelle qui a institué le certificat de spécialité qui consiste à former ces jeunes dans des délais brefs. L'agence compte 10 000 jeunes. Ces 10 000 jeunes qui vont faire ici 2 fois 2 ans. Alors nous avons décidé avec l'agence qu'avant que ces jeunes partent, que chacun doit avoir une qualification, doit avoir une compétence, doit avoir un métier. Qu'il reste dans le domaine de la sécurité, qu'il aille dans d'autres secteurs, c'est pratiquement 72 métiers dans 17 filières et 7 secteurs. Donc nous avons du bâtiment jusqu'à l'hôtellerie, de la sécurité aéroportière ou même portière. Donc dire ici que nous avons un potentiel extrêmement important et que le ministère, qui est dans une dynamique de développement de compétences diversifiées plurielles, accompagne donc ce projet. Et c'est tout ce qui explique cette convention que nous avons signée avec l'agence depuis bientôt 2 ans. Pour cette cérémonie de remise d'attestation, les gardes du corps ont fait étalage de tout leur savoir-faire. L'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec a cessé de fonctionner depuis le 27 décembre. Cette unité prenait en charge en moyenne 400 malades du cancer par an. Les patients s'inquiètent pourtant, il n'y a pas péril en la demeure. Les autorités médicales rassurent et ont mis en place un autre dispositif pour une prise en charge efficiente des cas urgents. Fatou Sakho. La radiothérapie est une des phases dans la prise en charge des malades du cancer. L'appareil de l'hôpital Aristide Le Dantec était le seul dont le Sénégal disposait. Mais aujourd'hui, il ne répond plus aux normes requises pour administrer un traitement correct. Nous avons décidé d'arrêter le traitement par radiothérapie parce que nous avons plusieurs défaillances. Des défaillances qui sont constatées par les médecins, les physiciens médicaux et les techniciens supérieurs qui sont responsables de la délivrance quotidienne du traitement. La première défaillance, c'est l'entrée et la sortie de la source radioactive. Si cette entrée est retardée, elle peut conduire à une surexposition du patient. Avec le mouvement de rotation autour de la table, il y a des bruits qui font que ces lasers bougent. Et il y a des variations qui sont admises et d'autres qui sont inacceptables. Donc, c'est en faisant la somme de toutes ces erreurs qui impactent sur la qualité du faisceau qui sort pour traiter le patient que nous avons dit à l'autorité, la mission d'un service public, c'est de soigner et de soigner efficacement, en donnant le moins de dommages possible aux patients. Des autorités qui prennent toutes les dispositions nécessaires pour parer à la situation. En plus du comité de gestion de la radiothérapie, un comité chargé d'identifier les cas urgents est mis en place. En plus de ces instances qui ont été mises en place, l'État a mobilisé des ressources substantielles. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 3 milliards 600 millions pour l'acquisition d'un appareil pour l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc, il s'agit donc de ce processus qui doit nous permettre de remplacer l'appareil qui est en panne. Mais de plus, je pense qu'il est important de rappeler que puisque nous savions que l'hôpital Le Dantec donc, a un appareil qui est quand même ancien, donc on était dans ce processus qui est en cours et qui va certainement aboutir sous peu pour acquérir 2 autres accélérateurs de particules. Un processus que l'appareil de seconde main acquis en 2007 n'a pu soutenir du fait de sa vétusté, d'où le désarroi des patients. Nous sommes très inquiets. Moi, je me trouve ici depuis 10 jours et pas plus tard qu'hier, j'ai vu un cas qu'on devait transférer au Mali. On lui parlait d'avion et de prise en charge coûteuse. Cette situation est préoccupante pour nous les malades. Des tracasseries qui pourraient bien être évitées. Malgré son importance dans la prise en charge thérapeutique, la radiothérapie n'est pas une fin en soi dans le protocole. Le fait de ne pas avoir une radiothérapie peut en soi être un déficit dans l'arsenal thérapeutique. Mais ce déficit-là peut être complété, soit par une intensification de la surveillance, soit par une évacuation pour ceux pour qui c'est justifié
à l'étranger et le Sénégal est dans les dispositions pour envoyer ces malades qui seront sélectionnés par cette commission technique pour qu'ils puissent avoir ce traitement dans les meilleurs délais et dans de très bonnes structures. Le Maroc est la destination choisie et les financements sont déjà mobilisés. Nous bénéficions déjà de l'appui de la Fondation Servir le Sénégal qui a mis à notre disposition 30 millions et ces 30 millions nous permettent déjà de prendre en charge la première vague. Il y a eu un réaménagement budgétaire au niveau du ministère de la Santé, du budget du ministère de la Santé, accompagné par le ministère de l'Économie et des Finances, donc sur instruction donc, de nos autorités. Et cela nous a permis déjà d'avoir 3,6 milliards pour l'acquisition de l'appareil. Et nous avons également d'autres ressources qui nous permettent de continuer le processus. Donc pour le moment, le Sénégal n'a pas de problème pour l'acquisition des appareils. Le seul problème pourrait être la durée d'acquisition des nouveaux appareils. Par rapport à la durée, vous savez qu'il y a également une autre procédure d'acquisition de ces appareils. Parce que dès que vous lancez la commande, n'est-ce pas, le fabricant commence à fabriquer ces appareils. La durée qui peut permettre d'acquérir ces appareils, bon, on nous dit que ça peut être autour de 4 mois, voire 5 mois. Maintenant, il y a également une autre période d'installation de ces appareils. Donc, peut-être que si on raccourcit les délais, on peut être autour de 6 mois, 7 mois, voire même 8 mois. Donc tout ça, ça dépend et nous sommes en train de travailler avec toutes les parties prenantes pour faire de telle sorte que les délais soient raccourcis au maximum et que le Sénégal puisse donc bénéficier de la radiothérapie. Les malades auront-ils la patience d'attendre? Tu te calcules dans 8 mois, il y a combien de secondes? Hein? Dans 8 mois ou dans 6 mois, il y a combien de secondes? Donc il y a combien de gens qui vont mourir? S'il y a des moyens pour que la machine redémarre dans un délai convenable pour traiter les malades en attente de la réalisation et de l'installation de la nouvelle machine, des démarches sont faites pour. Cette situation gérée avec diligence par les autorités au plus haut niveau pourrait être considérée comme la phase transitoire qui aurait permis de renouveler tout l'appareillage du service cancérologie de Dantec en attendant le nouveau centre d'oncologie dont le financement est acquis. Santé toujours, nous parlons de biologie clinique. Le réseau africain de l'Ouest des laboratoires vient d'achever la rencontre de son comité de pilotage au Sénégal. Ce réseau formé de 7 pays francophones de la sous-région ambitionne d'harmoniser les méthodes des laboratoires d'analyse médicale. Le respect des normes qualité et la formation continue ont été mis en avant au cours des travaux au Marjawa. 7 pays constituent le réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires d'analyse biomédicale Resaolab. Le réseau est né en 2009 à Dakar avec un trio formé par le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, soutenu par l'AFD et la Fondation Mérieux. 8 années plus tard, le Sénégal s'honore d'accueillir la 4e édition du comité de pilotage international de la 2e phase, avec cette fois-ci 4 pays en plus. Le Bénin, la Guinée, le Niger et le Togo sont venus prendre le train en marche pour le renforcement des laboratoires. Ce sont des pays qui se sont regroupés pour booster le secteur des laboratoires en mettant en commun leur expertise et en ayant des moyens additionnels à ceux mis à la disposition du secteur des laboratoires par les États. Les analyses du 4e comité de pilotage ont porté sur un large spectre de problématiques: collecte, notification et remontée de données de labo, contrôle qualité, formation ou encore évaluation externe. En tant qu'instrument d'aide au diagnostic, le laboratoire est indispensable. Si vous n'avez pas un bon diagnostic, vous ne pouvez pas avoir de bon traitement. Il faut suivre l'évolution aussi de la maladie, donc faire des analyses sanguines et puis faire un diagnostic. On l'a vu lors d'Ebola en Guinée. Le laboratoire permet de confirmer plusieurs maladies, notamment les cas de maladies épidémiques. Une chose est d'avoir un laboratoire, une autre est de s'inscrire dans une démarche qualité. Nous venons de terminer au Sénégal, par exemple, un audit qualité dans 100 laboratoires publics et privés et nous allons les accompagner pour combler les gaps à partir des normes internationales. Le respect des normes est essentiel pour assurer la qualité, mais aussi la sécurité et des malades, des personnels soignants et des laborantins eux-mêmes. Nous avons été témoins des belles réalisations du Resaolab dans les domaines de la formation, de la surveillance épidémiologique et de l'assurance qualité. En attendant l'entrée des pays anglophones et lusophones dans le Resaolab, la structure poursuit son chemin.
Dans la rubrique santé, on parle des maladies qui pourraient provenir de cette exposition à la fumée de l'encens, un attirail du reste pour les femmes sénégalaises. Mais en plus des allergies respiratoires, tout le monde peut être exposé au monoxyde de carbone. Mais le fameux cuuraï, comme on l'appelle en wolof, peut sentir tellement bon que l'on fait fi souvent des risques. Les précisions avec Oumou Baldé. De bonnes senteurs dans les habitations, surtout en période de froid, rien de tel. La bonne vieille astuce sénégalaise est l'encens ou cuuraï. Seulement, le mode d'utilisation est parfois incompatible avec la santé. Si c'est fait avec du charbon noir et dans un espace qui est confiné, où il n'y a pas assez d'aération, il y a la production d'un produit qu'on appelle le monoxyde de carbone. Alors le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est invisible, on ne le voit pas, et qui est inodore, c'est-à-dire on ne le sent pas. Et ce monoxyde de carbone va être respiré par l'individu. Ceci va entraîner d'abord des maux de tête, puis des vertiges, des envies de vomir, mais il va surtout entraîner une torpeur qui fait que l'individu ne réagit pas très vite. Alors ça occasionne malheureusement la mort. Au-delà de l'intoxication au monoxyde de carbone liée au charbon, la fumée de l'encens, elle aussi, est contre-indiquée chez les personnes atteintes d'affections respiratoires. Lorsqu'il y a de la fumée qui est produite, il y a certaines personnes, surtout des personnes qui ont tendance à développer des allergies, telles que les personnes qui sont asthmatiques, qui peuvent se retrouver dans une situation inconfortable. Ceci peut occasionner le développement d'une crise d'asthme. Mais aussi des gens qui ont des problèmes respiratoires liés soit à une pneumopathie chronique ou bien qui ont des difficultés respiratoires liées à une pathologie chronique. Ces individus-là peuvent se retrouver dans une situation à risque. L'idéal est donc de brûler l'encens dans des pièces aérées. Certaines habitudes sont aussi à bannir devant l'encensoir pour éviter les accidents domestiques. Vous savez, toujours pour se réchauffer, on a tendance à mettre la plante des pieds ou bien à mettre la main au niveau des braises. Et là aussi, il y a des personnes, surtout des personnes qui sont diabétiques, chez qui on peut retrouver des neuropathies diabétiques qui font que la sensibilité au niveau du pied, elle est diminuée et qui peuvent avoir des accidents tels que des brûlures et sans se rendre compte. Aussi, nous avons les enfants qui très souvent ne savent pas et peuvent se retrouver malencontreusement dans une situation où ils sont exposés à des brûlures. Mais surtout, on insistera sur le fait qu'il faut garder l'espace aéré et être vigilant. En utilisant l'encens à bon escient, cela fait un facteur polluant de moins et c'est tout l'appareil respiratoire qui ne s'en porte que mieux. Ne vous encensez pas la vie donc. C'était la rubrique santé avec Oumou Baldé. Le conseil d'administration et la direction de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal sont en tournée d'information et d'échange à Ziguinchor, visite qui porte sur la mise en œuvre de la mensualisation et la gestion de la retraite. Abdoul Aziz Ban. Ces retraités sont venus de toutes les contrées de la Casamance pour prendre part à cette réunion d'information et d'échange sur la mise en œuvre de la mensualisation et la gestion de la retraite. Une rencontre qui a toute son importance. Des rencontres d'échange, de sensibilisation, mais surtout avec en bandoulière d'intéressants messages, d'importantes mesures que vous avez déjà prises au sein de l'institution, mais peut-être que vous envisagez également. Compte tenu des efforts louables que vous déployez pour l'amélioration des pensions, il y a 3 mois, toutes les régions ont produit une résolution pour demander au président de la République de supprimer les impôts sur les pensions. Les échanges ont tourné sur diverses questions, mais celle sur la mensualisation est revenue à plusieurs reprises, de quoi apporter des réponses. Pour ce qui est de la mensualisation, aussi bien ceux qui ont adhéré que ceux qui ont préféré rester dans le BIMES ont obtenu satisfaction, puisque chacun peut y trouver son compte
en allant percevoir sa pension soit au mois, soit au bimestre. Avec toutes les mesures d'accompagnement que vous maîtrisez mieux que moi, à savoir l'augmentation de 10% qui vient porter à 40% l'augmentation des pensions de retraite entre 2012 et 2017. C'est également pour moi l'occasion de dire que, instruit par le conseil d'administration, j'ai transmis une lettre au chef de l'État pour lui exprimer le vœu des retraités de l'IPRES de voir supprimer le prélèvement fiscal sur les pensions de retraite. Le chef de l'État m'a aussitôt répondu que tout ce que nous voulons pour les retraités de l'IPRES en particulier et pour les retraités du Sénégal en général, qu'il est preneur et qu'il appuie fortement toute initiative du conseil d'administration dans ce sens. De supprimer à partir du 1er janvier 2017 tout prélèvement sur les pensions de l'institution de prévoyance retraite. C'est donc l'occasion, en votre nom et au nom du conseil d'administration, de remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, pour ce geste généreux à l'endroit des retraités de l'institution. Après ces explications, ce sont des retraités satisfaits qui ont tenu à remercier la direction et le conseil d'administration de l'IPRES pour ces décisions prises à leur rencontre. Autre bonne nouvelle pour ces retraités, c'est l'inauguration du siège et du centre médico-social de l'IPRES à Ziguinchor dans les mois à venir. À présent, l'actualité internationale nous conduit en Libye et en République démocratique du Congo. Nous commençons tout d'abord par la Côte d'Ivoire, où à Bouaké, après la mutinerie du début du mois de janvier, des soldats ivoiriens ont reconnu leur faute et demandent pardon à la nation. Lisbitza. Des représentants des mutins ivoiriens ont demandé pardon à Bouaké ce mercredi après avoir obtenu le versement de 12 millions de primes. Au palais du Carnaval, des représentants des autorités religieuses, administratives, militaires et ceux des mutins ont assisté à la cérémonie du pardon. Cependant, cette cérémonie destinée à apaiser la situation n'a pas occulté les conséquences de la révolte. Selon le deuxième adjoint au maire de Bouaké, plusieurs entreprises ont fui la ville en entendant le son des Kalachnikov. L'année 2016 a été mauvaise pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le Bureau conjoint de l'ONU sur les droits de l'homme vient de publier son rapport annuel. Il dresse un sombre constat pour l'année écoulée. En 2016, les Nations Unies ont répertorié 5190 violations des droits de l'homme sur l'étendue du territoire de la RDC. Les groupes armés restent responsables de 36% de violations et ont causé la mort de 718 personnes, dont 260 exécutions sommaires dans le seul territoire de Béni. L'Union européenne, à travers la voix de sa présidence maltaise, vient de proposer un accord avec la Libye calqué sur le modèle de l'accord UE-Turquie afin d'endiguer le flux de migrants passant par la Méditerranée. Ce que propose Malte en clair serait de dupliquer peu ou prou l'accord Union européenne-Turquie afin de le calquer sur la Libye. Objectif, trouver un compromis avec Tripoli pour tarer la pression migratoire en Méditerranée. Football, Cannes 2017, l'Égypte en quart de finale. Les Pharaons ont battu ce soir les Black Stars du Ghana, 1-0. Les deux équipes sont tout de même qualifiées. Maliens et Ougandais sont éliminés. Le résumé des deux rencontres avec Ibrahim Mboupa. Les Égyptiens ont de quoi pavoiser. Un retour tonitruant en Coupe d'Afrique après 7 ans d'absence. 3 matchs, 2 victoires, 1 nul. Aucun but encaissé, meilleure défense du premier tour, premier de la poule D basée à Port-Gentil. L'entame des Pharaons est intéressante. 10e minute, Mohamed Salah expédie un objet volant non identifié par le gardien ghanéen Razak Brahima. Le mur des Black Stars s'est fissuré, une brèche pour Mohamed Salah. Face au pressing égyptien, Razak Brahima se trouve. Marwan n'accroche pas le cadre. Le Ghana est en difficulté. Son capitaine Asamoah Gyan quitte ses partenaires à la 40e minute à cause d'une blessure musculaire. 1 minute plus tard, Amartey de la tête donne des frissons aux Égyptiens. 1-0 à la mi-temps. En fin de match, Jordan Ayew voit sa frappe repoussée par El Hadari. Le joueur le plus âgé de la CAN a encore de beaux restes. Le score ne changera pas, 1-0 pour les Pharaons.
À OM, Maliens et Ougandais n'avaient pas leur destin sous la godasse. En première période, pas grand-chose à retenir si ce n'est une pelouse gorgée d'eau impraticable et l'expression des talents sans ressent. La partie s'est décantée à la 69e minute avec ce beau but de Faroukou Mia, un contrôle-enchaînement de classe. La réplique malienne est une merveille, un coup franc magistral de Yves Bissouma. Les deux équipes se quittent en bons amis, un but partout. Le Mali et l'Ouganda rentrent à la maison. Les Lions du Sénégal se sont entraînés à Bongoville hier, une séance ouverte aux journalistes. Dans les esprits, le quart de finale contre le Cameroun. Les joueurs sénégalais tiennent à remporter la victoire lors de ce match. Thierno Dramé. Jouer en quart de finale d'une CAN, c'est toujours très important lorsque l'adversaire s'appelle Cameroun. Le quadruple champion d'Afrique a toujours été un farouche adversaire pour le Sénégal. Même privé de certains de ses meilleurs joueurs, les Lions indomptables restent les grands d'Afrique. C'est un match qui va être compliqué, on le sait. Maintenant, il faut qu'on soit lucide et il faut qu'on travaille tout simplement. Pour cette CAN, les grandes stars sont du côté des Sénégalais. Sadio Mané, Keita Baldé Diao ou encore Moussa Sow peuvent faire trembler n'importe quelle défense. Mais le costume de favori, il le laisse volontiers aux Camerounais. Bah oui, c'est vrai parce que nous, je pense qu'on n'a rien gagné et on n'a encore rien fait. Donc c'est à nous aussi d'écrire notre propre histoire. En commençant par samedi. La dernière victoire du Sénégal face au Cameroun remonte à 2011 à Dakar. Le souvenir peut être une source de motivation. On les a battus à la maison, mais bon, ça, on est en 2017 et on est en quart de finale. Donc pour la première fois, ça fait 11 ans qu'on est venu en quart de finale. Donc on ne va pas se focaliser sur beaucoup de choses. Le seul truc qui est devant nous, c'est le Cameroun en ce moment et on va essayer de le gagner. Face au Cameroun, seul le talent ne suffira pas. Les Lions devront faire preuve de détermination, de caractère, le même qu'ils ont montré face au Zimbabwe et à l'Algérie. Les Lions ont déjà perçu leur prime de qualification en quart de finale. Il s'élève à plus de 2 millions de francs CFA. Une information donnée par Abdoulaye Sow, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, que nous écoutons au micro de Célina Alun-Djigo. Toutes les primes aussi ont été payées. Celles de participation, celles de qualification à Dakar. Les primes de qualification en quart ont été payées hier nuit. Le montant, Monsieur le Président, si vous me le permettez, c'est 206 900 000. Et, joueurs et encadrement technique. Donc à ce niveau, on n'a pas de souci à se faire. Les joueurs s'occupent exclusivement des questions de terrain et il n'y a aucun fait divers particulier à noter. Je vous remercie de votre aimable attention. Question, quel est l'impact économique de la CAN dans les villes hautes? À Franceville, certains secteurs d'activité ont bien senti l'effet de la CAN par contre. En revanche, plutôt dans d'autres, la Coupe d'Afrique n'a pas encore fait monter les chiffres d'affaires. Khalidou Bey, Pape Madi Diop ont fait le constat dans certaines artères de Franceville. À Franceville, l'impact socio-économique de la CAN présente des fortunes diverses. Dans le secteur du transport, les conducteurs de minibus se frottent les mains. Depuis que le match a commencé là, tous les jours, ça marche. Le recette journalier ici, c'est 25 000. C'est bon, maintenant, depuis la CAN, en tout cas, on arrive à 40, à 50, à 60. On aurait préféré que ça fasse encore même un mois de plus. Pour nous, quoi. À côté, les chauffeurs de taxi clando se disent découragés. Les espoirs placés n'ont pas répondu aux attentes. Depuis que même la CAN a commencé, là, le transport ne marche même pas. Vu qu'ils se débrouillent à faire clando, payer les maisons, nourrir la famille, là, ça ne marche pas. En fait, là, tout le monde est fauché. C'est dur. C'est vraiment dur. Si l'élimination de l'équipe de foot du Gabon n'impacte pas le transport, le commerce par contre en souffre un tout petit peu. C'est le cas chez ce vendeur de drapeaux. Sénégal et Gabon, là, ça marche bien vraiment chez moi. Là. Mais ce qui m'a vraiment découragé parce qu'on a éliminé Gabon, c'est ça vraiment qui m'a découragé. Sinon, ça marche bien. Abdou lui vend des brochettes au rond-point Potos. Il reconnaît une augmentation de ton chiffre d'affaires, mais ne donne pas de montant. Ça marche, il n'y a pas de problème. On est trop content de tout ce que ça se passe. On dirait qu'il ne faut pas qu'on reste de fait. On gagne l'argent, on ne gagne pas l'argent. Bon, c'est un peu. Magali est caissière dans un magasin d'alimentation. Ici, les recettes n'ont pas varié depuis le début de la CAN. Côté vente, c'est comme d'habitude.
C'est comme d'habitude. Il n'y a pas vraiment l'engouement. Par contre, les hôtels à Franceville ont fait le plein. Durant les 3 semaines, notre chiffre d'affaires a augmenté parce que nous passons de 30-40% à 100%. Si au niveau de notre structure et aussi dans la ville aussi, puisque la population a augmenté, forcément les affaires vont marcher. Parfait. Que ce soit les taxis, les boutiques, partout. Donc la canne est une affaire pour la population. À Franceville, la canne continue son petit bonhomme de chemin, avec son lot de bienfaits, marqué par un désespoir suite à l'élimination prématurée. Le Gabon n'a jamais fait illusion dans ce match, au moins peut-être. Je rappelle cette information, le président Adama Barrow qui est attendu demain à Banjul dans l'après-midi, information confirmée par la vice-présidente Fatoumata Diallo Tambadjan. Vous avez suivi son entretien avec notre envoyé spécial Mamoudou Samomo, à suivre certainement dans nos prochaines éditions, à suivre également le point qui reçoit ce soir Abdoulaye Bathily, candidat du Sénégal et de la CEDEAO au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Merci à tous, encore une fois, de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Africain. Et nous sommes convaincus que la coopération sud-sud est ce qui est très important dans la région, surtout dans le pays africain. Nous avons beaucoup de confiance que vous allez travailler avec vos frères dans l'armée, dans toutes les forces, et que vous allez vraiment laisser l'empreinte professionnelle à vos frères, parce que ce sont vos frères. Et nous aussi, nous vous remercions vraiment l'engagement, parce que c'est un engagement. Vous avez laissé vos familles, vous avez laissé toutes les autres missions pour venir en Gambie, pour rester en Gambie et pour nous aider à soutenir la paix qui est la vision de notre leader, son Excellence Adama Barrow. Justement, à propos de son Excellence, Monsieur le Président Adama Barrow, quelles sont les nouvelles de Dakar? Comment il va et quand est-ce qu'il va rentrer si c'est possible? Oui, il va très bien avec sa famille. Nous attendons qu'il retourne au pays demain, vers les 16h. Et nous sommes en train d'organiser vraiment un accueil très, très, très chaleureux, parce qu'il le mérite. Et il nous a laissé un peu de temps, il nous manque beaucoup. Et comment avez-vous accueilli votre nomination en tant que vice-présidente de la République gambienne? Je ne m'y attendais pas, parce que dans le combat, on le fait pour le pays. Et on se sacrifie pour le pays. Lorsque le pays vous donne toutes les choses, vous aussi vous devez rendre tout ce que vous pouvez dans la possibilité de bâtir la nation. C'est une nouvelle nation, c'est une nouvelle société. C'est pourquoi quand on m'a nommé, ça m'a pris comme une surprise. Mais néanmoins, je crois que je suis humble à reconnaître l'honneur qu'ils ont investi. Et je pense que je vais tout faire avec mes collègues dans la coalition et le gouvernement pour montrer, de ne pas les décevoir de la nomination. Et je suis aussi fière parce que je suis femme. Et femme, ça c'est la parité. Je ne suis pas de la personne qui dit parité européenne, mais parité africaine. Nous sommes des partenaires. Le gouvernement, son Excellence, avec son équipage, ont reconnu ça, que dans la vie, il faut hommes et femmes, qu'on soit des partenaires à travers du Trésor. Précédemment, trésorier payeur régional de Fatick est nommé trésorier payeur régional de Louga, en remplacement de M. Pape Vieux Malan-Diémé, appelé à d'autres fonctions. M. Richard Salamon Toupane, inspecteur principal du Trésor, précédemment percepteur de Kédougou, est nommé trésorier payeur régional de Fatick en remplacement de M. Gabriel Abdelkader Atiba, appelé à d'autres fonctions. M. Pape Vieux Malan-Diémé, inspecteur principal du Trésor, précédemment trésorier payeur régional de Louga, est nommé
trésorier payeur régional de Saint-Louis en remplacement de M. Mohamedou Thiam, appelé à d'autres fonctions. M. Ibra Souleyba, inspecteur principal du Trésor, précédemment receveur municipal de Kaolack, est nommé trésorier payeur régional de Diourbel en remplacement de M. Abdoul Khadr Diallo, appelé à d'autres fonctions. Et enfin, M. Pape Sidi Ndoye, inspecteur principal du Trésor, précédemment directeur du contrôle des opérations financières à la Direction générale des finances, est nommé directeur du contrôle interne à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. Adama Barrow est donc attendu demain à Banjul. Avant son arrivée, le chef d'état-major de la mission de la CEDEAO en Gambie et son homologue gambien ont fait face à la presse. Voici le compte-rendu de Mamadou Samamawa. Une photo de famille pour illustrer une convergence de vues entre hiérarchie militaire gambienne et mission de la CEDEAO à Banjul. Insister sur le fait que cette mission a été décidée et planifiée à Abuja, c'est-à-dire au siège de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une mission de maintien de la paix, encore moins une mission d'imposition de la paix. Le mandat est très clair. Nous devons d'abord protéger les populations, protéger les autorités politiques nouvellement élues et surtout créer les conditions favorables à l'installation et à la prise de décision du président Barrow qui doit arriver dans les prochains jours. Mission bien accueillie par l'armée gambienne qui, à travers l'opération, voit une occasion de se former et de gagner en expérience. J'ai juré qu'aucun de mes hommes ne va être ensemble. Donc, quand bien que je n'ai pas toutes les expertises, je vais tout faire et je sais que le fardeau va être léger parce que j'ai des frères et sœurs dans le gouvernement qui vont aider à faire la tâche. C'était donc là l'entretien de Mme Fatoumata Diallo Tambadjan qui s'est entretenue avec notre reporter Mamadou Ossamamo. Je rappelle qu'il a été nommé Premier ministre de la Gambie. La grande chancellerie décore à domicile 5 dignitaires qui n'ont pas pu assister à la cérémonie officielle des décorations présidées par le chef de l'État. Ils ont été élevés à l'ordre du mérite ou à l'ordre national de Lyon pour le grand chancelier et le conseil de l'ordre. Cet acte républicain participe à la promotion des valeurs citoyennes. Thierry Modossier. À la grande chancellerie, une matinée pas comme les autres. Le grand chancelier et les membres du conseil de l'ordre ont décidé ce matin d'aller à la rencontre de 5 dignitaires à la cérémonie officielle de remise des décorations présidée par le chef de l'État. Ces Sénégalais de valeur empêchés pour diverses raisons n'étaient pas présents. C'est un acte républicain que le grand chancelier pose au nom du président de la République. Ce sont des récipiendaires qui avaient été élevés à la dignité. Compte tenu de leur empêchement, il est de notre devoir de les recevoir dans les ordres nationaux. À Ouakam, Djibril Yad est élevé à domicile, grand officier de l'ordre national du Lion, serviteur de la République. Il a affiché une satisfaction, selon lui, exceptionnelle. C'est le grand maître, nous sommes des membres du Conseil de l'ordre. Donc le président de la République a décidé de vous décorer. Cet homme, que le Conseil de l'ordre a trouvé à Mermoz, a aussi servi loyalement la République. Grand croix de l'ordre national du Lion, le général de division Boubacar Ouane a marqué sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et de l'ensemble du peuple sénégalais. Au point E, un brillant acteur économique a reçu les honneurs. Félix Sanchez, administrateur de société et élevé grand officier de l'ordre du mérite. Je suis parmi
les 14 millions de Sénégalais à la voix. À quelques mètres de la famille Sanchez, l'ancien gouverneur Ibrahima Koné attend sa décoration. Haut fonctionnaire de l'administration territoriale hier, grand officier de l'ordre du mérite aujourd'hui. Nous voulons remercier le chef de l'État d'avoir bien voulu nous décerner cette haute distinction honorifique. Après Point E, les HLM à l'honneur. Ici, c'est un monument de la culture sénégalaise qui est décoré. Samba Diabaré Samb, une fierté nationale, trésor humain vivant de l'UNESCO, élevé, grand officier de l'ordre du mérite. Sant président, sant ñi mo yebal ñep ndax li kenn dootu ko fàtte ci àddina décoration dafa fort. Samba Diabaré Samb, comme les autres, ont été choisis parmi 14 millions de Sénégalais. Ils sont des hommes de valeur qui méritent toute l'attention de la nation. Ce sont des valeurs. Nous devons surtout médiatiser ces valeurs. Le rôle de la grande chancellerie, c'est aussi la promotion des valeurs. En les citant en exemple, en leur remettant ces distinctions, nous avons voulu aussi que leur exemple serve de, si vous voulez, à la jeunesse. Ils ont servi la République, la nation, chacun dans son domaine a activement participé à la marche du Sénégal. Pour le grand chancelier et le Conseil de l'ordre, décorer ces dignitaires rentre dans le cadre du vaste chantier entamé par le président de la République Macky Sall, la restauration des valeurs. Grand officier de l'Ordre national du Lion, grand officier de l'Ordre du mérite ou grand croix de l'Ordre national du Lion. Ils sont 5 dignitaires décorés, hommes de culture, acteurs du patronat sénégalais ou fonctionnaires émérites. Les profils sont intéressants. Qui sont-ils? Comment ont-ils apprécié cette reconnaissance de la République? Quelques éléments de réponse avec Thierry Mahamadou aussi. Un trésor humain de l'UNESCO, Samba Diabaré Samb a aujourd'hui toute la reconnaissance de la nation et il le mérite. Ici à côté de moi, j'ai celui qui a participé à la création de l'ensemble lyrique traditionnel de Sorano. Il fait partie des fondateurs de Sorano. Donc je pense que c'est très important pour nous aujourd'hui que Samba Diabaré ait cette reconnaissance-là, mais ce n'est pas une reconnaissance offerte, c'est une reconnaissance méritée. Homme de culture, artiste multidimensionnel, une icône devient grand officier de l'Ordre du mérite. On est très content, toute la famille. On profite de cette occasion pour remercier le chef de l'État, Macky Sall, comme je lui dis, le gardien de la Constitution. Tirer sur quelqu'un ici, à cause de 2 personnes et ils sont politiques. Non. Nous sommes membres de la CEDEAO aussi, nous les Gambiens, et vous êtes nos frères. Votre mission allège notre charge de travail. Nous économisons dans la gestion de la sécurité. D'ailleurs, je demanderai à vos supérieurs de prolonger la mission pour 10 ans. Cela ne fera que nous renforcer. Sur le type de collaboration qu'il va y avoir, cette mission, elle va être exécutée en liaison avec les autorités militaires et civiles en Gambie, les nouvelles autorités. La preuve, je suis ici devant vous avec le chef d'état-major des armées gambiennes, le général d'armée Badji, qui est là à côté de moi. On ne peut pas exécuter le mandat sans être en liaison, travailler en étroite collaboration avec les autorités militaires et de sécurité gambienne. Le président Barrow n'a pas de souci à se faire pour sa sécurité. Sa sécurité est celle de sa famille. Nous allons tout gérer. Ça, c'est moi qui donne ma parole. Il n'y aura aucun problème. Même un coq ne va pas bouger ici. Et ça, nous allons le prouver. On l'attend de pied ferme pour l'aider à gérer le pouvoir. Roue libre donc pour les COMIG et les affinités commencent à se nouer entre parties prenantes de l'opération.
Le président Adama Barrow est donc attendu demain à Banjul dans l'après-midi. L'information est confirmée par la vice-présidente gambienne Fatoumata Diallo Tambadjan. S'est entretenue avec notre équipe à Banjul. Elle s'est également prononcée sur l'importance de l'opération de la CEDEAO en Gambie. Suivons l'entretien avec Mamadou Sambambo. Madame la vice-présidente, vous venez de rencontrer le commandement de la mission de la CEDEAO ici à Banjul. Quel est l'état d'esprit général qui règne ici entre commandement de la CEDEAO et hiérarchie militaire gambienne? Je vous remercie beaucoup. Nous vous disons soyez le bienvenu. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre pays. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a la paix et l'harmonie dans la mission. Et ce que nous venons de discuter, c'est de nous familiariser de la mission et de s'encourager à continuer à travailler entre